projet Climat Cantine avec Simon sur tout ce projet. Et donc, il y a vous toutes et tous aussi. Donc, vous êtes un peu plus d'une quarantaine présents sur ce webinaire. Et donc, on ne va pas vous donner malheureusement la parole à toutes et à tous, mais on a prévu un petit sondage pour savoir un peu qui sont les personnes présentes et aussi pour avoir un premier questionnement sur notre sujet qui sont les cantines bas carbone. Donc, on va vous inviter là en une petite minute, voire un peu moins, à répondre au sondage qui s'affiche devant vous. Donc, sur d'abord, quel type d'organisation représentez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt dans une collectivité, un bureau d'études, une entreprise, une association, ou est-ce que vous êtes un particulier? Je vous laisse encore une dizaine de secondes pour faire votre choix. Normalement, vous ne devriez pas trop avoir d'incertitude sur cette question. La suivante demandera un peu plus de réflexion. Ok. Donc là, voilà. Donc on a des profils assez variés quand même. Hein. Donc, des représentants d'associations à 35%, des bureaux d'études à 26%, des collectivités à 18%, des entreprises à 12% et des particuliers à 9%. Donc on a une belle diversité. Et donc la seconde question pour rentrer un peu dans le sujet. Selon vous, quelles sont les 2 actions prioritaires pour permettre à une cantine d'être bas carbone? Donc vous avez le droit de cocher à deux réponses. Hein. Ne trichez pas en essayant de répondre en cochant oui à toutes les réponses. Donc vous avez, est-ce que les 2 priorités sont d'intégrer des ingrédients labellisés, favoriser les ingrédients d'origine locale ou en circuit court, végétaliser les menus, privilégier les fruits et légumes frais de saison, lutter contre le gaspillage alimentaire ou tout changer en appliquant le modèle Amish? Je vous laisse encore une dizaine de secondes pour répondre et on va partager les résultats. Alors, voici vos réponses. Végétaliser les menus arrive en première position, devant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, sur l'origine locale et les circuits courts. Et ensuite, on trouve la saisonnalité des fruits et légumes, les ingrédients labellisés et le modèle Amish a recueilli quand même un vote. Donc, c'est relativement intéressant. Ok, et bah, très bien. En effet, on va l'évoquer après, mais c'est vrai que le sujet de la végétalisation des menus est un des sujets très forts qui permet de passer à une cantine bas carbone. Les autres sujets le permettent aussi, et notamment le gaspillage alimentaire aussi en grande partie. Donc tous ces sujets le permettent, et certains plus que d'autres, notamment la végétalisation. Alors, je vais commencer par vous présenter Éco-Initiative en 2 mots, puisqu'on est porteur de ce projet. Je vais aller assez vite, hein, parce que ce n'est pas l'objet non plus. Donc, nous, on est un bureau d'études et d'accompagnement et de communication en développement durable depuis 2006. On travaille dans divers secteurs d'activité que je vais vous présenter après. Et vous avez ici quelques-unes de nos références sur l'alimentation et l'accompagnement dans l'alimentation durable, avec un projet qui est particulièrement visible du grand public, qui est étiquetable, qui prend notamment la forme d'une application mobile que vous pouvez télécharger. Et donc, cette application a été développée avec le soutien de l'ADEME, donc Sarah Martin, ici présente d'ailleurs. Donc, en termes de thématiques de travail, nous, on travaille sur ce volet d'alimentation durable qui nous intéresse aujourd'hui, mais on travaille aussi sur les stratégies climat-énergie des organisations, sur les politiques énergie-climat des territoires et aussi sur les pratiques environnementales au sein des entreprises. Donc, voilà, on est un peu des touches à tout. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce volet alimentation durable où voilà, tout est porté autour de ce qu'on appelle étiquetable chez nous. Donc, au sommaire pour ce webinaire, le contexte national et les actions de l'ADEME, qui vous sera présenté par Sarah Martin, le retour sur l'expérimentation Nos cantines engagées pour le climat, donc à 2 voix, voix principale par Léa Vaza et par moi pour présenter le projet. Et enfin, le cœur du sujet, enfin le cœur de ce qui vous intéresse peut-être ici, c'est la présentation de Climat Cantine. Et donc tous ces 3 premiers points devraient tenir
dans les 20-25 minutes à venir. Et ensuite, on fait un temps d'échange avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et ensuite, on essaiera d'y répondre lors de cet échange en fin de présentation. Donc, je passe la main à Sarah Martin pour le contexte national et les actions de l'ADEME autour de ces sujets. Oui, rebonjour à tous. Donc, l'équipe d'Eco2 m'a chargé de vous redonner quelques éléments de contexte, mais je pense que la plupart d'entre vous sont bien au fait, donc je vais aller assez rapidement. Voilà, compte tenu du contexte d'urgence climatique et de la nécessité de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, là, je pense que c'est le cadre dans lequel on s'inscrit, avec des objectifs qui se situent à la fois au niveau international, européen et national, donc avec un objectif de neutralité carbone en 2050. Si on part du coup du diagnostic de l'état des lieux, en regardant l'empreinte de notre alimentation, donc là, on n'est pas strictement dans le cadre de la comptabilité nationale, mais on regarde ce que nous, Français, on émet en lien avec notre consommation, qu'elle soit produite en France ou à l'étranger. Notre alimentation représente à peu près un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc très clairement, si on souhaite atteindre la neutralité carbone, c'est un point sur lequel il est indispensable d'agir, même si on arrivera difficilement à zéro, puisque manger reste un acte indispensable pour la vie. En faisant un focus sur l'empreinte carbone de l'alimentation, là vous arrivez sur le deuxième graphique. Globalement, où se situent les principaux postes d'impact? L'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, alors donc je vais me concentrer, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai qu'il ne faut pas du coup négliger l'ensemble des autres impacts environnementaux liés à notre alimentation, que sont l'impact sur la biodiversité, la préservation des sols, les impacts sur la consommation d'eau ou sur la pollution de l'eau. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours avoir ça en tête quand on va faire une stratégie ou faire des évolutions. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'empreinte carbone. Donc, l'essentiel des impacts se situe à la phase de production agricole et en deuxième volet, sur le volet transport. Ce qui ne veut pas dire que les autres, qu'on ne peut rien faire sur les autres postes, évidemment, ni que que les marges de manœuvre se situent forcément sont portés par la responsabilité de ces acteurs. C'est bien l'ensemble de la chaîne alimentaire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de l'acteur restauration collective, qu'on peut agir sur l'ensemble des impacts, y compris sur l'étape de production agricole, au travers notamment de ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Et puis donc, principaux leviers, alors vous savez déjà tout, donc au travers du petit questionnaire, globalement, on va voir les leviers qui vont nous permettre de réduire cette empreinte environnementale et notamment cette empreinte carbone. Un premier, nous qu'on qualifie de produire, distribuer des aliments à plus faible impact. Donc là, ça va être tout ce qui a touché à l'efficience de la chaîne alimentaire, avec travailler sur des pratiques plus agroécologiques, gagner sur l'efficience du transport, raccourcir les circuits de distribution. Ça va nous permettre d'avoir des produits, on va dire, identiques, mais qui ont un impact plus faible. Le deuxième volet qui est changer en fait le contenu de l'assiette, l'approche régime alimentaire, et donc en essayant de trouver des contenus d'assiette qui sont meilleurs pour le climat, mais aussi pour la santé, tout en restant, voire en étant encore plus diversifié et source de plaisir. Et le troisième volet, la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Il n'y a pas de hiérarchie entre mes trois volets, évidemment. Sachant que l'enjeu sur les pertes et gaspillages alimentaires, il n'est pas tellement dans dans le traitement des déchets, mais il est bien sur l'impact de produits qu'il a fallu d'abord produire au niveau agricole, transformer, transporter, qui arrivent dans l'assiette et qui, in fine, se retrouvent à la poubelle. Voilà pour ce volet présentation générale. Alors, on se trouve dans un contexte qui est globalement favorable. Si je parle du contexte national, donc on a eu les États généraux de l'alimentation en 2017-2018, qui ont débouché sur la loi Egalim, que vous connaissez tous par cœur, et notamment son article 24 et les quelques suivants qui concernent la restauration collective et notamment la restauration collective publique. Donc avec un volet autour des approvisionnements,
50% de produits dits plus durables et ou de qualité à partir de 2022, donc dans un an maintenant. Comme j'ai l'impression que vous avez déjà cet enjeu en tête, mais c'est vrai que l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ce passage au bio ou aux produits sous label, il n'est pas forcément positif. En tout cas, ce n'est pas ça qui va permettre de réduire drastiquement les émissions. On a un volet autour de la diversification protéique, avec notamment l'introduction d'un repas végétarien par semaine en cantine scolaire. On a un volet qui touche plutôt à la sensibilisation à l'information des convives, qui peut aller plus ou moins loin selon le souhait des structures. Un volet autour de la lutte contre le gaspillage et un volet autour des plastiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, s'il y a des questions plus tard, n'hésitez pas. Je passe au suivant. Alors, dans ce cadre-là, je souhaitais notamment citer les productions du CNRC, du Conseil national de la restauration collective, dans lequel on va retrouver un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de ce sujet de la restauration collective, qui est à la fois une instance de concertation, mais aussi un groupe de travail qui fait diverses productions, et notamment, je vous cite un document qui est autour qui décrypte les mesures de la loi Egalim avec des éléments d'interprétation qui permettent de bien comprendre exactement ce qu'il y a dans le périmètre des articles, quels produits sont dedans, pas dedans pour les 50% par exemple. Et puis, plus récemment, un document sur l'expérimentation du menu végétarien qui donne des recommandations, notamment sur son application en termes de fréquence, en termes de type de produit à introduire dans ce menu végétarien. Donc là, on entre déjà dans des recommandations pratiques pour la mise en œuvre. Il y a un livre de recettes qui va sortir bientôt et tout un certain nombre de productions qui sont déjà dans les tuyaux et qui vont paraître là à l'automne. Si vous ne savez pas où trouver ces documents, je vous ai mis là sur la droite la boîte à outils Optijet de l'ADEME. Je vous ai mis le lien direct pour aller vers l'onglet sur la restauration collective. Cette boîte à outils, vous y retrouverez l'ensemble des documents produits officiellement par le CNRC, mais également un certain nombre de documents produits par d'autres acteurs, et notamment on y trouvera l'info sur Climat Cantine. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait encore mis, mais ça sera dans la prochaine mise à jour. Bien. Et pour information, du coup, vous aurez tous le support avec notamment ce lien de connexion. Un petit focus, puisque c'est une actualité toute récente, c'est la base de données Agribalise, qui vient d'être mise à jour de manière très significative et donc publiée il y a 10 jours suite à un colloque, donc un webinaire qui a été organisé et donc qui est d'ailleurs accessible en replay pour ceux qui le souhaiteraient, qui n'auraient pas pu y participer. La base de données Agribalise, qu'est-ce que c'est? Ça fait une dizaine d'années que l'ADEME avec l'INRAE travaille sur cette base de données en association avec un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, cette base de données, alors ce que vous avez à disposition, c'est un énorme tableur Excel dans lequel on va trouver des impacts environnementaux, donc 14 indicateurs environnementaux, dont les gaz à effet de serre, pour 200 produits agricoles et plus de 2500 produits alimentaires, donc tels qu'on va les trouver dans l'assiette. Donc ça va des lasagnes aux oreillons d'abricots en boîte, par exemple. Donc là, on a vraiment une base de données qui, certes, est en progression permanente, mais là, on a vraiment une base de référence pour avoir des données donc à la fois accessibles, elles sont en open data, elles sont accessibles selon plusieurs formats, donc elles sont intégrées dans les outils d'analyse de cycle de vie, mais également donc disponibles sous un format Excel à tous. Et l'ensemble des méthodologies sont transparentes et le niveau de robustesse notamment est indiqué pour préciser que les données certaines données sont plus robustes que d'autres selon le niveau d'avancement de la recherche. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces infos-là, même si ce n'est pas forcément directement
comment dire, il faut s'approprier un peu les données pour les utiliser, et c'est là qu'on a des outils de transfert type ce qui a pu être fait par l'équipe d'Eco2 hein, dans Éthiquetable pour rendre accessible aussi au plus grand nombre ce type d'informations. Et un dernier petit point avant laisser la place au cœur du sujet de la journée. Donc voilà, exemple d'actions qu'on a pu, qui sont en cours autour de la restauration scolaire. Donc plus pour info pour ceux qui ne les auraient pas. Au niveau de l'ADEME, donc Climat Cantine, c'est une opération qui a été accompagnée par l'opération au niveau de Paris qui a été accompagnée par notre direction régionale Île-de-France. On a une étude en cours sur les freins et leviers à la mise en œuvre d'une restauration scolaire plus durable, et donc avec 15 structures pilotes qui vont être prochainement retenues pour participer à une opération témoin. Et puis, on a d'autres types d'actions, par exemple dans le cadre de l'appel à projet du PNA, le Programme national pour l'alimentation, où Sartou réalise un peu une formation montée en compétences, un accompagnement de cette collectivité sur 2 ans pour que d'autres structures s'approprient un modèle différent et revoient leur, aillent vers une restauration plus durable, mais en profondeur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que le cœur de la journée, c'est de la présentation, c'est la présentation de Climat Cantine, donc je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup Sarah pour ce tour d'horizon des enjeux nationaux et de ce qui est proposé par l'ADEME. Donc on va vous présenter maintenant le retour d'expérimentation de ce qu'on a mené à Paris dans les 9e et 10e arrondissements, donc le projet qu'on a appelé Nos cantines engagées pour le climat. Donc je vais commencer par laisser la parole à Léa et je compléterai éventuellement sur la fin. Léa. Oui, merci. Et merci à l'ADEME, c'est au cœur de ce qu'on fait. Sans vous, tout ça, ça n'existe pas. Donc, c'est précieux. Toutes ces bases de données aussi sont vraiment essentielles. Alors, moi, je voulais commencer par vous présenter un petit peu le plan climat de la ville, parce qu'en fait, ça partait de là. Le plan climat, il a été mis à jour lors du dernier mandat. Il s'est donné des objectifs qui sont très ambitieux. C'était vraiment d'atteindre la neutralité carbone à échéance 2050. Et donc, du coup, pour ça, il fallait réduire de 50% les consommations énergétiques pour pouvoir couvrir ce qui restait avec des énergies renouvelables. Et puis ensuite, il y avait tout un tas d'objectifs qui étaient déclinés dans les différents secteurs de la ville, quoi. Et comme vous voyez ce petit graphique, l'alimentation, ça représentait quand même une grosse part des émissions de gaz à effet de serre de la ville, l'alimentation des Parisiennes et des Parisiens. Et dans ce secteur de l'alimentation, il y a évidemment les cantines scolaires la restauration collective publique, dont les cantines scolaires, qui sont quand même un acteur assez important, qui aussi, par la commande publique, peuvent structurer des filières. Donc, on a décidé de s'attaquer à ce dossier-là. La ville donnait comme objectif de faire moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et 90%, maintenant c'est passé à 100% d'alimentation durable, c'est-à-dire sous signe de qualité, donc bio et label, pour 2026, la fin de ce mandat-là. Sachant que voilà, en 2020, on est arrivé déjà à 50% d'alimentation bio. Donc, on avait cet objectif gaz à effet de serre, l'objectif bio, et puis aussi tous les objectifs qui existent habituellement, nutritionnels, le respect des recommandations nationales, et puis évidemment de la stabilité budgétaire, pédagogique, gustatif, etc. Donc, on a commencé à se confronter un petit peu à l'enjeu, parce que d'habitude, c'est perçu comme assez contradictoire, répondre aux enjeux climatiques, et en même temps, ça veut dire pas de viande, comme vous l'avez dit, pas de plaisir dans le repas, pas d'ingrédients intéressants, etc. Donc, voilà. Et puis, parallèlement, pour piloter ces enjeux climatiques et ces objectifs, en fait, les outils sont un peu, sont ce qu'ils sont partout en France. On fait des bilans a posteriori, mais les objectifs, puis on fait des bilans a posteriori, on s'appelle une fois par an pour se demander ce qu'on a fait et essayer de calculer un peu a posteriori quels ont été les impacts. Donc, du coup, là, l'objectif du projet, c'était vraiment de prendre le contre-pied de ça et de se dire, on doit un outil de pilotage en temps réel qui nous permette de faire des ajustements avant de mettre en place notre politique, quoi. On peut peut-être passer au deuxième slide. Donc, du coup, dans le 10e, oui, c'était
voilà, politiquement, c'est pas toujours évident d'avancer sur ce genre de sujet. Donc, la façon dont ça a avancé localement, c'est qu'on a fait une feuille de route, on a fait une concertation de plusieurs mois dans le 10e arrondissement pour faire un espèce de plan climat d'arrondissement. Et Eco2 a participé en tant que partenaire pour pouvoir nous aider à pouvoir aider les citoyens et les associations à travailler sur cet enjeu de l'alimentation. Il s'est révélé que c'était une forte attente des habitants. Et donc, du coup, il y a eu une espèce de basculement politique constatant cette attente et puis plein d'autres signaux, comme le fait que, par exemple, dans les cantines dans lesquelles il y a une alternative végétarienne qui est proposée à Paris, dans la première année, on a déjà 10% de personnes qui souscrivent à cette alternative végétarienne. Voilà, il y a aussi les équipes en fait, qui sont très volontaires pour se former, pour avancer là-dessus, mais qui manquent d'outils. Il y avait aussi le fait que on avait ces objectifs et pas forcément d'outils concrets pour les piloter. Donc, tout ça, vraiment, voilà, ce travail préalable, j'insiste un peu là-dessus parce que je pense que c'est important. On ne peut pas forcément faire atterrir un tel projet qui a quand même mis 2 ans de travail, etc., avec beaucoup de parties prenantes. On ne peut pas le faire atterrir comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait d'abord cette volonté qui vienne du terrain. Et il se trouve qu'elle était là et assez facile à révéler. Si on passe dernier slide, je fais un peu de teasing parce que c'est Eco2 qui va présenter vraiment l'outil et le projet. Mais on a vraiment réussi quelque chose d'important. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le 10e arrondissement, c'est des cuisines dans chaque école et c'est 7000 repas par jour. Et que ce projet s'est fait aussi avec la Caisse des écoles du 9e arrondissement qui, elle, a un autre modèle puisqu'elle a une cuisine centrale. Et puis, j'en profite pour dire aussi que ce sont 2 arrondissements qui ont 2 orientations politiques assez différentes. Donc, dans le 10e, en 1 an, la première année, en mettant en place cet outil qu'on vous présentera, en réalisant simplement des petits ajustements sur ce que font déjà les équipes, sur le choix des grammages, sur des meilleures cuissons, des choses comme ça, un choix de produits un peu différent pour tel ou tel menu. On a réalisé 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc, c'était la moitié des objectifs que se fixait la ville pour 10 ans. Là, on a des tout nouveaux résultats. En 1 an et demi, donc en 6 mois de plus, on a fait 10 points de plus. Donc, en gros, en 1 an et demi, on a moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on est passé, en gros, au 2e repas végétarien. Et je laisserai Eco2 détailler sur comment est-ce qu'on a fait ça dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup de plaisir gustatif aussi. Donc voilà, l'objectif, concrètement, c'est on a un outil ultra simple qui est vraiment qui agit en back-office. L'objectif, c'est vraiment de prendre les outils qu'utilisaient les équipes et derrière ça, d'adosser un calculateur qui pouvait conseiller en temps réel en fait, les équipes sur les indicateurs carbone et autres. L'objectif maintenant, c'est de généraliser ça dans tout Paris. Donc ça a commencé, pas que aux cantines, mais aussi à tout ce qui est restaurant pour les personnes âgées, restaurant du personnel, etc. Donc ça, c'est en cours. Et puis évidemment, on espère qu'avec vous et avec l'ADEME, ça va aller partout en France. Voilà. Et puis, je tenais aussi à dire que c'était quand même l'objectif, c'était de ne pas avoir une approche moralisatrice par la privation, mais au contraire de faire marcher tout le monde. Et ça, c'était vraiment un facteur clé de succès, c'est qu'on a travaillé aussi et surtout avec les cantinières, parce que c'est quand même des femmes, avec vraiment l'ensemble des parties prenantes, les enfants. Et là, ce qui est intéressant dans le projet Climat Cantine qui présente, c'est qu'il y a aussi une dimension de sensibilisation des parents et voilà, de toutes ces parties prenantes qu'il faut absolument associer. Je voulais vous remercier, Eco2, pour tout ce travail-là, vous remercier l'ADEME pour votre accompagnement et à tous d'être ici parce que voilà, on voit que c'est vraiment un projet sur lequel on a très rapidement des impacts très, très significatifs. Donc, voilà. Et je parle aussi au nom là aujourd'hui de ma directrice de caisse d'école qui n'est pas là, mais que je tiens vraiment à remercier pour son enthousiasme et son travail. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Léa, et puis merci aussi pour ta grande implication dans tout ce projet qui n'aurait assurément pas eu les mêmes résultats sans ta présence, c'est indéniable. Et donc pour venir dans le cœur du sujet, donc ce dispositif, nos cantines engagées pour le climat,
voilà, il a impliqué, comme l'a précisé Léa, les 9e et 10e arrondissements de Paris. On a travaillé avec des partenaires techniques, donc notamment Gilles Davot pour tout ce qui est formation des cuisinières et cuisiniers, et l'association Bioconsommateurs pour tout le volet de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles pour accompagner les changements qui avaient lieu dans leurs assiettes, avec le soutien financier de l'ADEME Île-de-France. Donc, le projet s'est déroulé de la manière suivante. Donc, on a commencé en novembre 2018 avec un état des lieux qu'on a ensuite partagé. On a fait une concertation avec les acteurs. Et suite à ça, on a défini les priorités de travail et on a déroulé tout au long du projet, donc de novembre 2018 à janvier 2020, un ensemble de groupes de travail et mis en place des formations. En fait, il y a eu, on va dire, 3 temps assez forts dans ce projet. Je pense, en tout cas moi que j'ai vécu comme des points de bascule où le projet a pris vraiment toute son ampleur. C'est le premier point, c'est quand on a développé l'outil Climat-Cantine. Et donc, je vais vous présenter après le pilotage des plans de menus, où là, ça a permis vraiment d'outiller les gestionnaires des caisses des écoles pour se poser les bonnes questions autour de l'impact carbone, tout en leur facilitant leur vie par ailleurs sur les suivis des autres indicateurs qui sont déjà en place. Le deuxième temps fort a été la formation des cantinières et cantiniers, puisque ça a été à la fois une ouverture sur des cuisines plus alternatives, donc pas forcément végétales, mais peut-être mixtes, et en tout cas de s'approprier des ingrédients qui n'étaient pas forcément, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et de créer, en plus, de favoriser le dialogue entre les différents acteurs de la restauration. Donc ça, c'était vraiment un point très fort dans le projet. Et le troisième, c'était vraiment aussi la sensibilisation des enfants, donc d'être présents dans les écoles pour accompagner ces changements qui avaient lieu dans leurs assiettes. Ensuite, on a fait un bilan de restitution en début d'année. Et là, on s'est attelé à ce milieu d'année à produire ce qui est Climat-Cantine, qui va vous être présenté juste après, je vais y venir très vite, dont l'objectif est de partager ce retour d'expérience pour que d'autres collectivités puissent s'y engager. Et nous, l'idée, c'est, là, on a fonctionné, donc, comme l'a précisé Léa, sur le 9e et 10e, des orientations politiques différentes, des modes de fonctionnement différents. Maintenant, on a envie de voir sur d'autres configurations encore comment tout ça interagit et de faire évoluer tout ce dispositif pour pouvoir le généraliser le plus possible. Donc les résultats, Léa l'a évoqué, donc en 2 ans, voire même en fait 1 an et demi de travail, moins 30% sur l'impact carbone par repas servi, donc en passant de 1800 grammes de CO2 équivalent à 1200, l'ensemble des cuisiniers formés et des centaines d'enfants sensibilisés. Vous aurez ici une petite vidéo animation qui résume le projet, vous pourrez la visionner après. Alors maintenant, si on entre dans Climat-Cantine, parce que là on a fait quand même pas mal de teasing sur le sujet. Donc notre mission, c'est la suivante, et on l'a acceptée, c'est de travailler sur l'impact environnemental des cantines scolaires et en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ce faire, on a un travail fort sur la promotion du régime flexitarien, bio et équilibré. On mesure de nouveaux indicateurs tels que les émissions de gaz à effet de serre, donc en CO2 équivalent. On poursuit le travail de lutte contre le gaspillage alimentaire et on forme et implique l'ensemble des acteurs autour de ce projet puisque la dimension humaine est vraiment indispensable à la réussite d'un tel projet. L'ambition, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la restauration scolaire à l'horizon 2030 pour être en phase avec les enjeux de l'accord de Paris et des engagements français. Donc, Climat-Cantine, c'est ce qu'on appelle, nous, une offre outillée, c'est-à-dire qu'il y a un guide méthodologique que vous avez peut-être déjà téléchargé, qui est disponible sur notre site internet, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a juste un petit questionnaire pour qu'on ait un peu, nous, l'information sur qui les télécharge. Et ensuite, un package d'outils que je vais vous présenter juste après, et un dispositif autour des formations des cuisiniers et de la sensibilisation des scolaires qui peuvent être activés pour accompagner la mise en œuvre des actions. Donc, si on regarde dans le guide méthodologique Climat-Cantine, c'est une démarche assez classique d'amélioration continue. On commence par un état des lieux, ensuite on met en œuvre des actions, et ensuite on fait le suivi et le bilan. Tout ça, nous, on pense que tout ça est applicable au cours d'une année, donc une année de 12 mois. Donc, sur l'état des lieux, on va regarder le fonctionnement général des cantines, faire le bilan carbone de la cantine pour savoir un peu où se trouvent les impacts, et faire une analyse des forces et faiblesses. Donc, ce qui est important de noter, c'est que
Climat Cantine, comme son nom l'indique, est très centré, et sa plus-value, c'est le travail d'intégrer l'indicateur émissions de gaz à effet de serre dans le pilotage des cantines, mais on ne se met pas des œillères. C'est-à-dire que les sujets, par ailleurs, de durabilité, qui n'ont pas forcément un impact sur les gaz à effet de serre, sont quand même primordiaux en termes de qualité nutritionnelle, d'approvisionnement, enfin, de travail sur la qualité des sols. Donc, on n'est pas non plus dans un travail avec des œillères. On fait ça en cohérence, et on vient ajouter cette dimension-là en plus de tout ce qui est déjà en place et pertinent. Et ensuite, on passe sur la phase qui est la plus longue en termes de temps, c'est l'élaboration et la mise en place d'un plan d'action avec le pilotage des actions. Et enfin, une phase de suivi et de bilan au bout d'un an pour se dire, voilà, où sommes-nous allés, est-ce qu'il y a des choses à réajuster, et faire un peu le bilan et communiquer sur les différentes avancées. Donc, si on regarde dans le côté mise en œuvre, la mise en œuvre est structurée en 3 piliers qui sont les suivants. Donc, le travail sur les plans de menu, avec au cœur la réduction de l'impact carbone. Donc, que ce soit en travaillant sur les grammages de ce qui est servi dans les assiettes, sur les fréquences, sur les typologies de repas, sur la saisonnalité. Et vous connaissez un ensemble de leviers aussi qui vont par ailleurs sur ce sujet-là. On garde cette composante très forte sur la durabilité, et notamment par rapport aux labels qui sont intégrés dans les plans de menu. Et on fait le lien évidemment avec la nutrition. L'idée est de rester à minima sur la même qualité, et si possible d'améliorer la qualité nutritionnelle de ce qui est servi. Et qui est évidemment du plaisir autour de tout ça, comme l'a dit Léa. Avant tout, c'est de faire en sorte que les enfants soient bien nourris et soient contents de manger à la cantine. On a tout un volet sur les achats alimentaires, donc notamment pour sourcer tous les produits qui vont servir au plan de menu. Et enfin, le travail sur le gaspillage alimentaire, donc avec un travail sur les pesées, le suivi des origines du gaspillage. Est-ce que c'est au niveau de la préparation ou est-ce que c'est au niveau des retours plateaux et retours assiettes des enfants. Et en parallèle de tout ça, on fait du pilotage, de la sensibilisation des enfants, des parents, et la formation des équipes pour accompagner tous ces changements qui ont lieu dans la cantine. Donc, les outils Climat Cantine, il y en a 5 en fait qui sont détaillés ici. Un premier outil d'état des lieux qui permet de faire la cartographie des acteurs, d'évaluer quantitativement et qualitativement la durabilité de la cantine. Donc, c'est là où on va retrouver notamment la mesure du bilan carbone de la cantine. Et c'est ici qu'on va construire son plan d'action. Et ensuite, on retrouve nos 3 thématiques de travail qui sont les plans de menu, les achats durables et le gaspillage alimentaire. Donc je vais revenir précisément sur celui des plans de menu puisque c'est lui qui a été vraiment au cœur et qui a été un des points très forts et un des leviers très forts pour atteindre les réductions qu'on vous a présentées précédemment. Donc je vais y revenir. Et ensuite, sur les achats durables, on fait évidemment le lien avec Egalim de manière à pouvoir produire en fait simplement ces indicateurs et les suivre simplement pour les gestionnaires. Et le gaspillage alimentaire, voilà, on a déjà évoqué le sujet. Donc, si j'entre maintenant sur l'outil 2.1, qui est la grosse plus-value dans ce projet. Donc, le fonctionnement est le suivant. Donc là, on l'a construit vraiment avec les gestionnaires des caisses des écoles sur le 9e et 10e, sur base de leurs outils actuels, et se dire, voilà, qu'est-ce qui serait intéressant comme outil pour vous permettre d'intégrer cet indicateur climatique en plus des indicateurs existants, mais qui viennent nous simplifier la vie quand même. C'est-à-dire que dans cet outil, on vient au-delà de l'indicateur carbone, on remplit les autres indicateurs qui étaient déjà suivis par ailleurs. Donc au final, pour les gestionnaires, c'est autant de temps, voire moins de temps passé pour faire les plans de menu, mais avec un indicateur en plus. Donc ça a été ça une des fortes réussites, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une très forte adhésion des 2 gestionnaires à l'outil. Donc 2 gestionnaires et des nutritionnistes qui travaillent avec. Donc la première étape, c'est de renseigner son plan de menu. Donc on renseigne classiquement, comme le plan de menu qui est présenté auprès des convives. On demande à l'utilisateur de caractériser ses composantes. Donc on a créé des catégories qui sont à la fois un croisement entre les enjeux nutritionnels et les enjeux climatiques, donc qui permettent de configurer les outils, de configurer le plan de menu. Sur cette base-là, l'outil va calculer un ensemble d'indicateurs environnementaux, et donc notamment l'impact carbone, l'impact gaz à effet de serre moyen par repas. Donc à noter qu'on a la possibilité de jouer entre les différentes catégories de convives, entre les différentes classes d'âge, pour suivre les indicateurs selon les âges. On a un suivi
On a la répartition des impacts en fonction des typologies de repas. Et par ailleurs, le suivi des labels est réalisé dans l'outil aussi. Et donc, à la fin, on peut suivre dans le temps, donc mois par mois ou plan de menu par plan de menu en fonction des modes de construction, l'évolution de ces différents indicateurs, donc que ce soit l'impact carbone, la fréquence des repas, qu'ils soient végétariens ou non, les différents indicateurs nutritionnels. Donc là, voilà, c'est vraiment outiller les gestionnaires pour se poser les bonnes questions et avoir en temps réel, au moment de la conception des plans de menu, l'impact carbone et de se dire, bah, tiens, si je change telle composante par tel élément, si je retravaille telle recette, quel va être l'impact et de pouvoir prioriser en fait, les actions à mener. Donc voilà, je m'arrête ici pour la présentation de Climat Cantine, pour vous laisser le temps de poser vos éventuelles questions. Donc je vous en avez même d'ailleurs, je vois poser sur le chat. Donc je laisse Alice conduire ce temps de questions-réponses. Oui, merci Simon. Alors oui, j'ai noté toutes les questions qui étaient apparues dans le chat, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors tout d'abord, une question qui s'adresse plus spécifiquement à la ville de Paris concernant les objectifs de labellisation sur les produits, en particulier sur le bio. Donc la question, je vous la lis, est-ce que les éléments apportés par Agribalis feront évoluer votre objectif de 100% bio en 2026 ? Donc Léa, Shafik, je vous laisse répondre. Je vais bien répondre. Non, ils ne font pas évoluer ces objectifs parce que le bio, c'est quand même pas... C'est pas le seul enjeu du bio, en fait. Et d'ailleurs, on voit que c'est pas l'enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec le bio. C'est aussi la biodiversité, c'est aussi la santé des convives, évidemment la santé des agriculteurs, évidemment l'emploi. Et en fait, il ne s'agit pas de prendre le même modèle alimentaire et agricole et de juste mettre un label bio dessus et de changer quelques petites choses. Il s'agit aussi de revoir qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on consomme de la viande rouge autant, d'où viennent les produits, comment est-ce qu'ils sont produits. Il y a beaucoup d'autres leviers pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est plus complet. Et en général, en matière d'écologie, on ne choisit pas entre des enjeux, entre plusieurs secteurs, des enjeux environnementaux, ni entre enjeux environnementaux et économiques et sociaux et de santé et du plaisir, etc. Donc, il peut tout à fait faire du bio et remplir nos objectifs. Enfin, le bio va nous permettre de remplir d'autres objectifs en plus que ceux des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Merci Léa. Alors, ensuite des questions donc plus sur Climat Cantine. Alors déjà une question sur la prise en charge des déchets. Donc, intégrez-vous la prise en charge des déchets issus des repas dans la réduction des gaz à effet de serre, en particulier sur le compostage? Voilà. Oui, enfin, ça fait partie de tout ce qui est présenté au début en termes d'état des lieux, de pouvoir se poser ces questions sur ce qui est réalisé actuellement sur le gaspillage alimentaire. Donc, c'est évidemment pris en compte dans le calcul de l'impact et par ailleurs suivi très précisément dans l'outil de suivi du gaspillage. Donc, à noter que Sarah l'a précisé là-dessus, hein, sur le gaspillage alimentaire, en termes de gaz à effet de serre, quand on fait les calculs, le travail sur le gaspillage alimentaire a surtout un effet sur la production agricole. C'est-à-dire que le fait de ne pas gaspiller, le gain est beaucoup plus grand sur la non-production agricole des denrées qui sont jetées, plutôt que sur le traitement en fin de vie. Le traitement des déchets est un poste qui, même si c'est souvent contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut avoir en tête, est un poste faiblement impactant. Et donc tout le gain du gaspillage se porte surtout sur le fait de ne pas avoir à produire des ingrédients qui sont finalement jetés à la poubelle. Mais tout ça est bien suivi et pris en compte dans le dispositif. Très bien. Alors, ensuite, une question sur les circuits courts. Donc, à savoir comment est-ce qu'on a fait au cours du projet pour changer d'approvisionnement et travailler plus en circuit court. Alors, sur le projet en tant que tel, sur le 9 et 10e, c'est clairement pas un sujet qui a été creusé, puisqu'il y a déjà des choses qui sont faites énormément sur ces deux arrondissements, avec de l'approvisionnement circuit court ou local sur l'Île-de-France, avec dans le plan alimentation durable de la ville, il y a un grand pan de développement des filières d'approvisionnement
la région francilienne. Donc, c'est clairement pas nous un sujet qu'on a creusé avec ces arrondissements qui étaient déjà très avancés là-dessus, mais il est par ailleurs quand même bien noté comme sujet important à traiter quand on veut se mettre dans ce type de démarche. Donc, je sais pas si Léa... Oui, merci. C'est vrai que le circuit court, c'est une vraie question compliquée quand même de commande publique en général et d'offres réglementaires qui nous permettent de faire ça. Donc, c'est pas non plus. Enfin, oui, on essaie d'avancer. Après, on n'est pas non plus au top. Il y a quand même des enjeux. Après, c'est aussi peut-être d'autres politiques. Je dirais, par exemple, avec Haute-Paris, on installe sur les terrains de captage de l'eau, donc en région, quoi, Île-de-France, on installe des agriculteurs en bio qui fournissent les cantines directement. Donc, voilà, c'est ce genre de projet qui nous permettent d'avancer. Mais il faut structurer une offre, on va dire. Pouvoir avoir accès. Et c'est ce qu'on évoquait, c'est qu'aujourd'hui, cette expérience elle a été très riche avec les 9e et 10e arrondissements de Paris, qui ont leurs particularités, et notamment ce travail qui est déjà assez structuré sur les approvisionnements. Nous, on veut faire vivre cette démarche sur d'autres territoires, et sur d'autres territoires, si ce sujet des circuits courts est peu traité, et ben, ce sera tout l'objet justement d'aller approfondir sur la façon d'optimiser ce volet. Donc c'est un des enjeux sur l'état des lieux, de faire l'état des forces en présence et de se dire où sont les priorités. Et donc c'est ce qu'on souhaite maintenant mener avec d'autres territoires. Très bien. Alors maintenant, j'ai une question sur la partie nutritionnelle, à savoir quels sont les indicateurs nutritionnels qu'on utilise dans l'outil. Voilà. Alors, très simplement, là, le but pour nous, c'était vraiment de simplifier la vie des utilisateurs, c'est-à-dire que les tableaux qui sont demandés en termes de GMRCN sont renseignés automatiquement pour permettre aux gestionnaires s'ils souhaitent suivre ces indicateurs, le faire. Donc ça, c'est un premier élément. Cet outil, il a vocation à être utilisé par les personnes qui font la conception des plans de menu. Donc, c'est-à-dire souvent le ou la gestionnaire avec le ou la nutritionniste. Donc, par ailleurs, je pense que nous, on met quelques indicateurs, notamment le GMRCN, notamment sur les fréquences des repas par typologie. Mais tout ça est fait conjointement avec les nutritionnistes, comme est construit classiquement un plan de menu. Donc, c'est un des points qui est pour nous important dans la démarche, que ces personnes-là soient bien impliquées tout au long de la conception pour, à minima, garder la même qualité et même idéalement améliorer la qualité nutritionnelle tout en améliorant la qualité environnementale. C'est bon. Alors ensuite, j'ai deux questions qui concernent plus spécifiquement le mode de gestion des cuisines. Donc, sachant qu'on a parlé du 10e arrondissement qui était sur des cuisines dans chaque école. Donc, on nous demande comment faire dans le cas de cuisine centrale. Et également, on pose la question sur la cantine du 10e, est-ce qu'elle est en autogestion ou en gestion déléguée? Voilà. Donc, je vous laisse répondre sur ça. Je vais compléter sur le 9e et je te laisse après Léa sur le 10e. Donc, le 9e arrondissement, c'était aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'eux fonctionnent en cuisine centrale. Donc, totalement différent et complémentaire dans les enjeux de ce qui se passe sur le 10e arrondissement. Donc, voilà. Donc, ce projet était expérimenté aussi sur un fonctionnement en cuisine centrale et a montré des résultats similaires en termes de réduction d'impact entre les deux modes de gestion. Donc, il est totalement applicable aux deux modes. Je te laisse préciser sur le fonctionnement. Le 10e, c'est une régie municipale, c'est des agents ville qui font la cuisine. Et par contre, en fait, l'outil, les deux, même si le mode de gestion est différent, les deux équipes de direction utilisent les mêmes outils pour préparer leur menu. C'est un document Excel avec les différents ingrédients qui composent le menu. Et donc, du coup, le même outil peut être utilisé, en fait, quel que soit le modèle, parce que c'est vraiment sur la conception des menus. Et ensuite, la formation des équipes, c'est pareil, c'est la même formation, c'est les mêmes enjeux. Donc, ensuite, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont vraiment intégré les enjeux globaux et ils se sont mis dans la découverte de nouveaux produits, ils ont proposé de nouvelles recettes, il y en a encore qui sont en train d'être élaborées, c'est proposé aux enfants pour goûter. Donc ça, c'est des méthodologies qui, quel que soit, en tout cas,
c'est vrai que, en tout cas en régie, c'est tout à fait possible parce que les équipes sont mobilisées vraiment auprès des enfants, même si c'est en cuisine centrale, ils sont proches des écoles. C'est vrai que peut-être en délégation, prestation, voilà, qui arrive en barquette à l'école. On espère que tout ça n'existera bientôt plus trop, plus sous les mêmes formes. Bref, on essaye d'avancer. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes disponibilités des prestataires et les mêmes envies. Mais bon, par exemple, la caisse d'école du 2e arrondissement avait déjà des très bons résultats sur le bio, sur l'alternative végétarienne quotidienne, et ils étaient en prestation complète avec voilà, une livraison de repas individuels, je crois, dans toutes les cantines du 2e arrondissement. Merci. Et pour préciser un petit peu du coup sur les pratiques dans le 9e et le 10e, on a une question sur le nombre de menus végétariens par semaine dans le 9e et dans le 10e. Au début du programme, on était à 1 repas végétarien et là, on est passé à 2 il y a quelques mois. Voilà, le temps de faire ces nouvelles recettes et tout, de ne pas juste rester sur de la bolognaise au soja. Donc oui, c'était le même niveau entre le 9e et 10e. Donc les gains de 30% incluent notamment l'ajout d'un repas végétarien en plus de l'existant qui était déjà en place. Ça en a fait 10 points grâce au 2e repas végétarien. Très bien, merci. Alors, ensuite, on a une question sur le coût de la licence et également préciser les moyens humains recommandés pour l'état des lieux et la mise en œuvre. Voilà. Alors, sur ce volet-là, aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de licence. Nous, tout l'objectif maintenant, c'est d'identifier des collectivités qui sont partantes pour avancer. Et ce qu'on souhaite faire, c'est une expérimentation sur d'autres profils que ceux des 9e et 10e arrondissements et de construire un collectif qui aurait envie d'avancer là-dessus. Donc voilà, les modalités sont à définir ensemble. Donc ça, c'est toute notre ambition. Aujourd'hui, on n'est pas sur un produit qu'on met sur la place avec une licence toute faite. On veut le faire vivre et l'expérimenter dans d'autres conditions avant de le diffuser sous forme de licence ou pas. Ça, c'est pas du tout. C'est aussi des questions qu'on doit se poser sur l'accessibilité. Et là, on va avant tout continuer à essaimer et voilà, et à voir dans quelles conditions on peut obtenir aussi des aides pour accompagner tout ça. Et ensuite, sur les moyens humains recommandés pour ce travail, c'est un vrai sujet. Sur la façon dont on a travaillé sur le 9e et 10e, il y a un temps très clair au niveau du lancement pour l'état des lieux, où il y a à la fois, il faut prévoir au moins 2 réunions de 2 heures pour travailler là-dessus, plus un temps de transmission d'informations. Donc là, tout dépend en fait des systèmes d'information en place. Et là, je pense notamment avoir des récapitulatifs sur les achats qui permettent de faire le bilan carbone. Et ensuite, sur la mise en œuvre, là, tout dépend des actions. Tout dépend des actions, mais la plupart du temps, ça s'inscrit quand même dans les missions qui sont déjà confiées aux équipes. Donc voilà, on n'a pas d'éléments chiffrés là-dessus. Ça peut être aussi une des ambitions de cette expérimentation, de pouvoir compiler un peu des temps de moyens humains nécessaires. Mais en général, ça s'inscrit dans les politiques et dans les stratégies des collectivités, donc ça rentre dans les missions des personnels. Merci. Alors, juste pour préciser un tout petit peu la question précédente, je ne suis pas sûre qu'on ait précisé ça, mais la cuisine du 9e est bien en autogestion également. Oui, exactement. Voilà. Alors ensuite, j'ai un petit groupement de questions sur les éventuelles réticences, les questionnements des différents acteurs du projet, en particulier des personnes qui travaillent en cuisine. Voilà, est-ce qu'il y en a eu voilà. Je ne sais pas, Léa, si toi, tu veux donner ton ressenti sur le 10e. Moi, je veux. Voilà, c'est pour ça que je parlais un petit peu du basculement politique, c'est parce que c'est ça qui est un peu long à déclencher. Mais heureusement qu'on était aussi accompagnés par ces acteurs très crédibles qui ont vraiment assis la démarche très rapidement. Par contre, franchement, au niveau des agents, la formation est très précieuse et ce modèle de formation en particulier parce qu'il permet vraiment de partir des valeurs des agents
Et les valeurs, on a tous les mêmes. C'est que les enfants découvrent des goûts, c'est qu'ils prennent plaisir à manger, c'est qu'on fasse voilà, quelque chose de généreux, de sain. Et en fait, en partant de là, il suffit d'apporter quelques briques de connaissances scientifiques qui sont quand même voilà, des choses un peu techniques. Il n'y a pas, enfin, on n'est pas très nombreux à savoir exactement quels sont vraiment les enjeux scientifiques, quoi. Donc, c'est à partir du moment où juste on apporte ces petites briques de connaissances, et tout est cohérent et logique, en fait. Donc, ça vient très, très vite. Les agents viennent très, très vite sur les différentes solutions et sont vraiment moteurs dans le truc. Je pense que ça, c'est voilà, la clé dans plein de sujets, finalement. C'est de comprendre l'enjeu vraiment au fond et ensuite, ça avance. Merci. Alors maintenant, j'ai un groupement de questions assez conséquent sur tout ce qui concerne les résultats du bilan carbone et les actions qui peuvent être mises en place. Alors, première question, donc, quels sont les résultats du bilan carbone, sur quels postes et où produits se sont portées les premières actions? Et ensuite, quelques questions complémentaires. Donc, est-ce qu'on a fait évoluer les grammages de certains produits? Est-ce qu'on a des recommandations sur le nombre de composantes des repas? Également une question sur la suppression du plastique. Est-ce qu'on peut réduire significativement les émissions grâce à la suppression du plastique? Et enfin, une question, je pourrais te les reposer après, Simon. Et en fait, sur les origines des produits, à savoir quelle précision on a pris pour estimer les émissions dues au transport, voilà, local, régional, national, européen, etc. Ok, je vais essayer de répondre à ce panel de questions. Sur le fonctionnement des cantines, sur l'impact carbone. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est de l'ordre de plus de 90% dans le fonctionnement d'une cantine, qui plus de 90% qui portent sur les aliments dans l'assiette. Donc, c'est-à-dire dans les un peu moins de 10% qui restent, on compte le traitement des déchets, l'énergie, le froid, ce genre de choses. Ensuite, sur plus de 90%, c'est la production agricole et les approvisionnements. Donc, sur ces 90%, on peut dire qu'il y a une grosse masse qui est de l'ordre de plus de 50% qui porte sur tout ce qui est protéines animales. Donc ça, c'est voilà, le gros sujet, même 60-70% qui est de l'ordre de protéines animales. Donc quand on prend viande, poisson, plus œufs, produits laitiers. Ensuite, on a un quart qui est de l'ordre de la production des fruits et légumes. Donc voilà, c'est un peu sur les grosses masses. La question suivante portait sur les leviers qui ont été activés dans le projet qui ont permis les réductions. Et ça répond aussi à la question sur les grammages. Oui, un des premiers leviers qui a été activé, ça a été de retravailler les grammages, c'est-à-dire sur base de formation des cuisiniers, notamment à la juste cuisson. Ça a permis en termes d'approvisionnement de réajuster les grammages, notamment des portions de viande, puisqu'elles perdaient moins de masse à la cuisson, et de faire des gains assez conséquents en termes de gaz à effet de serre. L'ajout d'un repas végétarien a aussi été très fort. Et ensuite, le travail des fréquences, en fait, d'optimisation des fréquences, donc toujours dans le respect des enjeux nutritionnels, de faire un travail de rééquilibrage des fréquences. Donc, au-delà du végétarien, c'est de se poser la question de l'équilibre entre viande blanche, viande rouge et poisson, la présence des repas qui sont appelés mixtes, donc qui ont de la protéine animale, mais qui sont aussi complétés par de la protéine végétale pour tirer vers les recommandations nutritionnelles d'avoir un rapport de 50-50 entre les protéines animales et végétales. Donc, voilà, ce sont des leviers qui ont été activés. Sur la sortie du plastique, c'est un sujet qui est plus, je pense, de l'ordre de la santé, de transfert de polluants, que de l'ordre des gaz à effet de serre. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'épaisseur du trait en termes de calcul d'impact carbone, que ce soit à la fois pour la production de ces matériaux que pour leur traitement en fin de vie. En tout cas, en comparaison avec tout l'impact associé aux produits alimentaires. Donc voilà, c'est un sujet, mais qui ne va pas forcément jouer sur les gaz à effet de serre. Alice, je te dire s'il y avait d'autres... Oui, il y avait... Je peux peut-être juste compléter en plus sur le plastique. C'est vrai que les gaz à effet de serre n'étaient pas forcément concernés par vraiment les emballages individuels de repas, etc. Donc, c'est pas les cas sur lesquels ça peut être le plus significatif. Par contre, c'est un travail, par exemple, qui est engagé et qui est important. Et voilà. Je dirais aussi qu'en fait, le fait d'avoir juste cette grille d'indicateurs visuels
très très simple. Ça a aussi joué beaucoup sur, d'un coup vous voyez en fait quelle composante émet plus de gaz à effet de serre, elle a un gros truc rouge ou orange, et du coup assez naturellement vous cherchez à la remplacer immédiatement au moment où vous conceptualisez le menu. Vous cherchez à remplacer par un produit équivalent de la même catégorie, mais qui a un impact un peu moindre, quoi. Donc, en restant sur les mêmes équilibres nutritionnels, ça, je pense que ça joue aussi beaucoup en fait dans les réflexions qu'on a réussi à faire. Et c'est pas très tangible comme action, quoi. C'est pas très concret. Donc, l'outil est utile pour ça. Et oui, donc pour compléter ce groupement de questions, on avait également une question sur le niveau de précision qui avait été pris pour estimer l'impact lié au transport des produits. Et voilà, pareil, on est parti des données des achats des collectivités pour pouvoir estimer les distances parcourues. Donc voilà, quelque chose de plutôt fin sur les origines des approvisionnements. Je vois que on est en train de dépasser sur les délais. Peut-être prendre une dernière question et ensuite celles qui n'ont pas forcément eu de réponse, on vous contactera peut-être directement par mail ou n'hésitez pas vous aussi à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on en discute. J'ai un groupement de questions sur les marchés publics. Donc à savoir, est-ce que l'outil peut être utilisé au stade de la rédaction des marchés publics pour orienter les achats vers des aliments émettant moins de GES, et également la problématique des circuits courts, comment contourner les appels d'offres pour favoriser les circuits courts. Oui, clairement, ça c'est un des leviers assez forts. Et dès l'état des lieux, on peut se rendre compte des évolutions éventuelles à apporter au marché public. Donc, soit à la conception du marché public, soit aussi des fois, vous pouvez avoir des clauses d'évolution annuelle, de conditions annuelles que vous pouvez faire évoluer dans les marchés publics. Donc, c'est des leviers qui sont très clairement à activer. Et puis oui, il existe des petites astuces pour contourner les règles et favoriser des circuits courts. Donc, ça, c'est à discuter au cas par cas en fonction de vos marchés. Très bien. Je pense qu'on pourra finir par mail si certaines personnes veulent nous reposer des questions plus précises. Voilà. On a répondu à l'essentiel. J'en profite pour dire cette question des marchés de la commande. En fait, c'est un outil qu'on voudrait même déployer sur d'autres secteurs de la commande publique. N'importe quel achat, en fait, pourrait se baser sur cette espèce de grille-là, donc en condition de l'adapter au produit. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on commence aussi à réfléchir pour piloter d'autres secteurs de la vie, par exemple, d'enjeux. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. On tient à vous remercier pour votre présence et votre participation. Maintenant, la prochaine étape, c'est à la fois vous transférez ces supports de présentation et on est à votre disposition pour tout échange complémentaire, donc que vous soyez collectivité intéressée pour maintenant expérimenter ça, ou alors diffuseur potentiel. Voilà. Nous, l'idée, c'est de faire quelque chose de participatif et de collectif. Donc, on est vraiment ouvert à tout échange avec vous là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse mail dans la présentation et vous l'avez déjà reçu. C'est par ce mail-là que vous avez reçu, donc climacantine@ecodeinitiative.com. On est à votre disposition pour tout échange. Je tiens encore une fois à remercier Léa pour son implication dans le projet et sa présence lors de ce webinaire, ainsi que Sarah Martin et pour sa présence en tant que représentante de l'ADEME et pour le soutien aussi de manière générale de l'ADEME sur ce projet. Donc, merci encore à vous. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Puis, au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets des cantines bas carbone. Merci pour l'invitation au travail. Merci.